Bonjour et bienvenue sur Afro Digital, troisième épisode. Notre invité expert d'éthique, vous le connaissez déjà, Roland Linhers, merci d'honorer ce rendez-vous mensuel avec nos téléspectateurs et internautes. Plaisir. Il y a quelques semaines, on dira maintenant, il y a quelques mois, il y a eu une information qui a circulé sur la toile comme quoi plusieurs millions d'abonnés au Nigeria ont été coupés par leur banque. Il y a eu visiblement un petit souci. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler du Nigeria. Ce géant africain de plus de 200 millions de téléspectateurs. On va dire ça comme ça parce que ça fait 200 millions d'habitants. On estime que tous les Nigériens regardent la télé. Première puissance économique du continent, forcément en avance sur ses pays voisins dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, Roland, vous allez nous expliquer le secteur très sensible de la banque mobile. On appelle ça mobile money au Nigeria. Dites-nous en Afrique. En Afrique, déjà, c'est quoi le mobile money? En effet, oui, le Nigeria était dans les news il y a un mois, puisque les banques avaient coupé les abonnés de MTN Nigeria, le plus grand opérateur téléphonique du Nigeria, et leur permettait plus d'acheter du crédit téléphonique. Donc ça fait les gros titres de certains journaux, certains ont même dit que tous les abonnés étaient coupés. Et donc, oui, c'est symptomatique des relations parfois difficiles entre les banques et les opérateurs téléphoniques, surtout en Afrique, où, comme tu l'as dit, le mobile money est un secteur économique important. Alors, c'est quoi le mobile money? Alors, le fil rouge du mobile money, c'est l'utilisation du terminal téléphonique comme terminal de paiement. Donc, on profite en quelque sorte de l'ubiquité, de la grande pénétration des téléphones mobiles, pas seulement des smartphones, mais aussi des téléphones non smartphones, pour faire des paiements. Alors derrière tout ça, il y a un foisonnement de modèles différents en fonction un peu de l'implication des banques, encore en fonction de l'équilibre délicat entre les banques et les opérateurs mobiles. Alors, il y a par exemple, d'abord, toutes les formes de paiement dématérialisées, c'est-à-dire utiliser en quelque sorte le téléphone pour payer des achats. Alors, il y a des grands acteurs du numérique qui sont lancés là-dedans, pour citer Apple, qui a une solution Apple Pay, mais derrière, elle est adossée à des cartes de crédit. Il y a évidemment tous les paiements que vous pouvez faire dans votre téléphone. Directement. Dans les applications. Je veux dire, voilà, je suis venu au studio avec le train, mais j'ai acheté mon billet de train dans l'application de l'opérateur de train. Préalablement téléchargé sur votre GSM. Voilà, donc il suffit de mettre sa carte de crédit dans l'application et on peut payer avec. Tout ça, c'est des modèles finalement assez classiques où il y a in fine une banque derrière et où l'interaction avec le client, avec l'acheteur ou celui qui reçoit de l'argent est via un terminal différent. Donc ça ne se fait plus par une carte, ça ne se fait pas en cash, évidemment. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est lorsque les opérateurs mobiles prennent un peu plus d'ampleur dans ce processus. Alors, on connaît ça par exemple des SMS. Aujourd'hui, il y a moyen d'acheter des petits services par SMS. Et en fait, on est directement facturé par l'opérateur téléphonique qui, lui, reverse une partie de l'argent récolté au prestataire de services derrière. C'est des petites sommes, on connaît tous les numéros spéciaux, vous pouvez acheter votre billet de train ou de bus avec un SMS. Donc déjà, l'opérateur fait un pas de plus. Alors là où ça devient vraiment intéressant, c'est lorsque l'opérateur commence à se substituer un peu à la banque. Et alors du coup, on va dire que l'opérateur n'est plus dans son core business en tant que tel, il se substitue plus ou moins. Oui, il prend un rôle de... C'est assez intéressant de voir comment ça s'est passé en Afrique. Et pour là, il faut un peu regarder le paysage bancaire africain. Alors, il y a la Banque mondiale qui a publié tous les 3 ans un grand rapport sur la pénétration de la banque au monde. Alors, il y a le dernier rapport date de 2017, donc on attend le prochain, il doit sortir vraiment d'ici quelques mois.
Alors au monde, en 2017, il y avait environ 1,7 milliard de personnes qui n'avaient pas de compte bancaire. Donc aucune forme de compte, que ce soit classique, sur téléphone, etc. Et la plus grande partie de ces personnes vivent dans des pays qu'on appelle un peu en voie de développement, disons pour faire court. Et quand on regarde en Afrique, où sont les réservoirs de gens qui n'ont pas de compte bancaire, on a le Nigeria. D'accord. Mais on a aussi l'Égypte. Deuxième puissance économique du continent. On a l'Éthiopie et la RDC. Et donc, pour rebondir au Nigeria, le Nigeria a aussi une autre caractéristique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de compte bancaire. Évidemment, c'est un grand pays, donc voilà, forcément, ça fait de la masse. Et donc, face à ça, en 2007, donc à une époque, il y avait encore beaucoup plus de gens qui n'avaient pas de compte bancaire, en fait, un opérateur s'est lancé au Kenya pour, en fait, offrir à ces gens qui n'avaient pas de compte bancaire de commencer à faire des transactions de type bancaire en utilisant leur téléphone. Et c'est assez intéressant, on pourra peut-être en parler après, comment ça s'est fait, mais c'est vraiment le Big Bang en quelque sorte de mobile money. C'est il y a une quinzaine d'années au Kenya où des gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser le téléphone pour offrir des services bancaires à leurs clients. Donc on va dire simplement que le métier de la banque et des télécoms finalement, on va dire, s'entremêlent à un moment donné. Donc ils s'intéressent des uns aux autres puisque finalement cet opérateur GSM kényan dont vous parlez, dont le service principal n'était pas d'assurer une certaine on va dire transversalité des flux financiers entre ses abonnés, c'est finalement transformé en banque, on va dire ça comme ça, parce que propose des services bancaires. Et alors du coup, on va dire que est-ce que ces deux secteurs quotidiens de nos vies, la banque et la téléphonie, ou la banque et les télécoms se complètent, ou plutôt s'intéressent les uns aux autres? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Alors, c'est en effet des métiers qui sont proches à certains égards. À nouveau, pour revenir en Afrique, l'Afrique, au niveau des mobiles, est essentiellement un marché du prépayé, c'est-à-dire vous achetez des recharges téléphoniques que vous consommez. Alors si on réfléchit à ce mécanisme du prépayé, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'argent, on le dépose chez un opérateur, et puis on le consomme petit à petit. C'est ça le principe du prépayé de toute façon. C'est ça le principe du payé. Mais si on y réfléchit, on est déjà dans une relation un peu de type bancaire, parce que je fais confiance à mon opérateur, je lui donne l'argent que je ne consomme pas tout de suite, donc je le consomme peut-être dans un mois, dans 2 mois, donc déjà je dois être confiant que dans 1-2 mois, il soit encore là et qu'il honore sa promesse de me fournir un service. Donc on est déjà dans une relation de confiance qui n'est pas si différente de la banque. De la banque, oui. Bon, les montants sont plus petits. Vous ajoutez à ça une autre chose, une autre caractéristique de beaucoup de marchés africains, c'est-à-dire que les gens peuvent partager leur abonnement, leur forfait téléphonique. Donc, peu importe dans quel pays vous allez, si vous regardez les forfaits téléphoniques, il y a toujours des options en disant, voilà, vous pouvez, avec 5-6 personnes de votre communauté, de votre famille, d'un groupe, vous pouvez leur partager votre forfait. C'est-à-dire, tu as besoin de quelques minutes, hop, petit transfert, je te transfère quelques minutes. Et alors, je peux téléphoner ou alors envoyer un SMS. Voilà. Et en fait, en 2007, des gens ont regardé ça, ils se disent, mais ok, mais pourquoi juste faire ça pour des forfaits téléphoniques? Tu me dois 2 €, mais au lieu de me donner 2 €, mais envoie-moi une recharge téléphonique de 2 €. Et donc, les gens ont regardé ça, ont observé un phénomène dans certains pays, ils disaient, mais les gens commençaient à utiliser leur téléphone mobile et ce partage de forfaits pour faire en fait des transactions bancaires. Donc c'est vraiment les Africains qui ont inventé ça, le concept même. Et c'est après des opérateurs européens qui ont regardé ça, se dit tiens c'est intéressant ça. Est-ce qu'on ne peut pas en faire quelque chose? Et c'est comme ça que le service M-Pesa, donc qui est un peu le Big Bang de la banque mobile en Afrique, est né au Kenya et en Tanzanie. Et pourquoi ça a marché? Aussi parce que le régulateur kényan, parce que la banque c'est quand même un métier régulé, parce que le gouvernement kényan a dit wait and see, on va voir ce que ça va donner. On ne va pas dire tout de suite non, ah non, on ne pouvait pas faire ça. Ils ont pris un peu de
une position attentiste, de dire, bon, allons voir ce qui va se passer. Et c'est pour ça que ça a marché. Donc, il y a vraiment une combinaison de facteurs qui fait que ça marche. Et donc, à partir de ça, oui, on peut dire la banque ou une certaine banque et les opérateurs téléphoniques, oui, c'est des métiers très proches. Maintenant, dans la banque, il y a plein d'autres métiers. Je veux dire, il y a la banque d'investissement avec des produits hautement sophistiqués, très personnalisés. Évidemment, ce type de banque est très loin de l'opérateur téléphonique. Mais lorsqu'on parle de produits très standardisés, des petites sommes, des transactions, beaucoup de transactions, etc., finalement, les métiers sont assez proches. Voilà. Et donc, c'est pas seulement en Afrique que les opérateurs s'intéressent à la banque, aussi dans nos pays. Mais c'est un autre type de banque. Par exemple, le groupe Orange, le groupe Orange a une banque. Une vraie banque. Orange Bank. Voilà. Okay. Mais c'est une banque, ils ont racheté une banque. Bon, ça c'est autre chose. Est-ce que ce n'est pas pour pouvoir utiliser les mêmes services que vous venez de décrire on va dire, en arrière-plan par rapport à leur opérateur historique? Non, je crois que c'est en fait Orange Bank. Vous pouvez être client chez Orange Bank ici. Donc c'est une banque numérique qui fait partie un peu de la mouvance de ce qu'on appelle les néobanques dans nos pays, c'est-à-dire des banques entièrement numériques, sans guichet, et qui en fait essayent d'attirer des clients des autres banques par des produits un peu moins chers, etc. Donc c'est une redistribution du paysage bancaire dans nos pays, mais c'est très différent de la mobile money. D'ailleurs, Orange Bank perd de l'argent. Je crois que depuis le 2017 où ils existent, ils ont perdu 650 millions d'euros. Mais ils continuent à exister. Mais ils continuent à exister, mais ils doivent se renflouer en permanence les caisses. Donc là, maintenant, ils cherchent des nouveaux actionnaires. Donc c'est une néobanque ou faire une nouvelle banque, même numérique, dans nos pays. C'est pas si simple que ça. Et donc on va observer en Belgique ici avec grand intérêt ce que Belfius et Proximus vont faire. Ils vont lancer dans l'été leur propre banque numérique, Banks. Ce sera intéressant à voir comment ils vont se positionner, est-ce que ce projet va marcher, mais ce n'est pas des choses simples. Donc il y a aussi cette banque-là, mais qui est une banque finalement relativement traditionnelle, sauf qu'elle est entièrement numérique et que certains opérateurs s'y intéressent. Mais ça n'a rien à voir avec le mobile money tel qu'on l'entend. D'ailleurs, parlant de mobile money, vous avez déjà été plusieurs fois en Afrique, l'avez-vous déjà fait, expérimenté? Non, je n'ai jamais utilisé parce que j'en ai pas besoin. C'est ça le fait, c'est que quand on a un compte bancaire, quand on a des cartes et crédits, mais finalement, on n'en a pas vraiment besoin. Donc ici, on va dire que les Africains, en tout cas les pays qu'on vient de citer, ont clairement inventé un mode de consommation de services financiers qui répond à leur réalité. C'est plutôt quelque chose à encourager, je dirais. Ah oui, c'est quand on regarde maintenant la taille de marché, alors je regarde un peu mes chiffres, en Afrique subsaharienne, il y a un bon tiers de la population qui a un compte mobile, compte bancaire mobile. Donc on parle quand même de plusieurs millions de dollars de transactions. Alors, en termes de personnes, oui, c'est 50% des comptes mobiles, aujourd'hui bancaires, sont en Afrique subsaharienne. Donc l'Afrique subsaharienne est vraiment le leader mondial là-dedans. Alors en termes de transactions, oui, il y a, je regarde les chiffres là, aujourd'hui on estime qu'il y a plus ou moins 500 milliards de transactions de dollars qui se font par an via ces comptes. Donc, pour mettre ça un peu en rapport avec d'autres chiffres, quand on prend par exemple le commerce extérieur de l'Afrique, c'est-à-dire le commerce entre pays africains et entre l'Afrique et d'autres pays du monde, on est à 900 milliards. Donc, c'est quasiment la moitié. Donc, on est plus que le mobile money représente, en comparaison, plus que la moitié du commerce intra-africain et extérieur africain. On va dire que finalement c'est un rouleau compresseur immense, important, financier, et forcément les États ne vont pas rester les bras croisés. Qu'en est-il de la régulation justement de ces on va appeler ça de ces conglomérats financiers finalement qui sont des opérateurs économiques et des opérateurs GSM? Alors la banque est évidemment un secteur régulé, ce qui est normal. Je veux dire, tout le monde peut comprendre ça. Si vous déposez de l'argent sur un compte bancaire, mais vous voulez qu'il soit là, qu'il soit protégé, que la banque ait les réserves nécessaires, l'assise nécessaire. Donc forcément, l'État régule les banques. Vous ne pouvez pas créer une banque comme vous pouvez ouvrir un boulanger. Et donc,
c'est là que ça se joue, c'est que les pays africains ont des approches très différentes vis-à-vis de la régulation des banques. On a vu l'exemple du Kenya qui a été assez, disons, ouvert à l'idée et qui a laissé faire, qui aujourd'hui, en Afrique, a probablement la régulation bancaire peut-être la plus innovante et la plus bien définie dans ce secteur. Il y a même des comités qui surveillent activement la bancarisation de la population kenyane. Il y a des efforts vraiment réguliers qui sont faits pour que le pourcentage des Kenyans qui ont un compte bancaire augmente. Et ils sont je crois, 90% des Kenyans ont un compte bancaire, dont 3/4 un compte mobile. Et vous avez d'autres pays, et donc le Nigeria par exemple, où c'est beaucoup plus compliqué. Alors que le leader africain de mobile money, c'est le groupe MTN, donc qui était dans les news en Nigeria, que depuis 2009, ils ont leur propre service de mobile money. Au Nigeria, ils n'ont eu l'autorisation qu'en 2017. Donc il y a 4 ans. Et donc, suite à du lobbying très fort des banques aussi pour empêcher cette concurrence. Et donc l'anecdote qui vient de se passer il y a un mois s'inscrit dans une longue saga de soubresauts et de rebondissements dans la relation difficile que les banques ont avec les opérateurs téléphoniques, avec évidemment le régulateur qui est au milieu de tout ça et qui définit les règles. De tout surveiller. Roland Linus, on n'a plus beaucoup de temps, c'est vrai, mais oui. Vous savez, les montants dont on parle sont quand même des montants assez colossaux. On parle de 500 milliards de dollars, et j'ai ici dans mes agendas que, en fait, la dette de l'Afrique à l'heure actuelle est estimée plus ou moins à 350 milliards de dollars. Donc on va dire que finalement, ces transactions via mobile money en Afrique subsaharienne, qui est donc la région précurseur de ce genre d'outils numériques, en fait, il suffit d'un an pour que l'Afrique ne soit plus endettée. Ça, c'était la petite anecdote pour parler de rentabilité. Et alors, peut-être pour finir, une toute dernière, vous avez conseillé, vous, en début de carrière des gouvernements sur des questions numériques. C'est vrai qu'on sort un peu du contexte de mobile money, mais on reste quand même encore dans les télécoms. On voit clairement à travers ces chiffres-là qu'il y a une grosse valorisation, on va dire, au niveau du secteur. Je parle du secteur de la banque mobile. Pour vous, qui avez été, on va dire, un expert de la question numérique, attention, on ne parlait pas encore de banque mobile, est-ce que vous y voyez un développement exponentiel, finalement, de ce même numérique aujourd'hui qui essaie de s'atteler à tous les secteurs d'activité du quotidien, notamment la banque, par exemple ? Question difficile, oui, c'est un secteur rentable, oui. Donc aujourd'hui, évidemment, quand on parle de volume de transactions, c'est parce que les opérateurs gagnent, évidemment, c'est les transactions qui se font. Mais ils gagnent quelque chose sur toutes ces transactions. Oui, les opérateurs. Aujourd'hui, si on prend les 4 grands, qui sont MTN, Orange, Airtel et Safaricom, qui est donc le précurseur kényan, les 4 réunis font un chiffre d'affaires avec Mobile Money qui est pas loin de 3 milliards de dollars. Et c'est d'ailleurs tellement important que les régulateurs dans les pays maintenant publient les chiffres spécifiques pour le Mobile Money. Oui, c'est un secteur rentable, donc contrairement à Orange Bank, qui n'est pas rentable, Orange Money est rentable. Et c'est d'ailleurs des vraies pépites dans les portefeuilles des opérateurs. On le voit maintenant que certaines de ces activités sont à vendre. On connaît les valorisations. Et en fait, la branche mobile money d'un opérateur est aujourd'hui valorisée 5 fois plus que les autres activités. Donc, c'est des vraies pépites dans les portefeuilles. Maintenant, est-ce que ce mobile money est symptomatique du fait que le numérique et le mobile mange plein d'autres secteurs. Bon, il y a ce mot « software eats the world », le logiciel mange le monde. Et dans une certaine question, ou certain sens, c'est oui. On l'a vu avec le Covid, où par exemple la vente au détail s'est fortement numérisée dans certains pays. Mais pendant le Covid, on a fait un bond de 10 ans dans les courbes de croissance de certains services qui ont été numérisés. Maintenant, est-ce qu'en Afrique, il y a d'autres réservoirs applicatifs
qui peuvent connaître le même succès que la banque, c'est difficile à dire. Hein. Et si je le savais, peut-être je ne serais pas ici, je serais en train de faire mon business en Afrique là-dessus. C'est pas très rentable de venir décortiquer cela en studio, on est bien d'accord. C'est très difficile à dire. Et je crois que les Africains sont les seuls à le savoir. Et je crois que c'est de l'innovation qui va venir pas d'Europe, pas des États-Unis, pas nécessairement de Chine, hein, mais c'est des idées qui sont en fait une forme de perversion d'un service qu'on détourne pour en faire autre chose. Et c'est de ces choses-là que l'innovation vient. Et d'ailleurs, ce serait peut-être un bon sujet pour une prochaine émission de parler de l'innovation pouvant venir d'Afrique, où les conditions de base sont tout à fait différentes de chez nous. En tout cas, on a bien constaté que seuls les pays qui essayent de trouver des solutions à leurs problèmes, en tenant compte de leur réalité, avancent. On l'a bien vu avec le Kenya, qui est quand même précurseur de la Banque Mobile. Aujourd'hui, 90%, donc 90% des Kenyans ont tout à fait un compte bancaire. Donc 3/4, c'est vous qui l'avez dit, ont un compte bancaire mobile. En tout cas, l'essentiel, c'est d'avoir un compte bancaire, de pouvoir faciliter les transactions pour éviter le secteur informel qui est très, très développé en Afrique. Merci beaucoup, Roland Liners, pour tous ces renseignements et surtout ces recherches, parce que ça nous permet d'apprendre, de découvrir beaucoup sur l'Afrique. Puisque vous parlez tantôt d'un pays, nous sommes sur les géants. Le Nigeria est un géant du continent, grosse puissance économique également du continent. On va rester sur les géants. On va parler de la Chine la prochaine fois. Avec plaisir. Alors, je ne sais pas si on aura beaucoup de choses à dire sur la Chine côté télécom en Afrique, mais de toute façon, on va parler des GAFAM d'éventuellement, parce qu'on lit sur beaucoup de médias occidentaux et notamment aussi des médias africains que la Chine est en train de conquérir l'Afrique. Et visiblement, peut-être que ce n'est pas vraiment le cas, on n'en sait rien. Vous avez de quoi vous éviter de partir en vacances parce qu'on va être réouvert bientôt. Merci Roland, en tout cas. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à Afro Digital, 3e épisode, donc 4e épisode, comme on le fait d'habitude. Nous parlerons de la Chine la prochaine fois et de voir un peu qu'est-ce qui se passe avec l'Afrique. Merci à l'équipe technique et merci à toutes et à tous. À bientôt.